Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les 5 attaques de serpents les plus horrifiantes jamais enregistrées. D'une erreur fatale d'un homme dans la cage d'un cobra royal à la tentative trop confiante d'un retraité d'impressionner ses petits-enfants avec un crotal. Mais d'abord, nous commençons en Indonésie, où le retour à pied d'un travailleur deviendra une lutte terrifiante contre un python. C'était le 15 mars 2017, près de Palu, dans le centre de Sulawesi. L'air était lourd d'humidité et la lumière déclinante donnait aux basses terres marécageuses une teinte verdâtre atténuée. C'était le genre de soirée où la brousse semblait immobile en surface, mais vivante de mouvements cachés. À la tombée de la nuit, le raccourci qu'Agus Hartono avait emprunté des centaines de fois deviendrait le théâtre d'une rencontre que peu pourraient s'y survivre. Agus, 49 ans, travaillait dans les plantations de palmiers à huile depuis son adolescence. Il était connu parmi ses collègues pour accomplir rapidement ses tâches et éviter les pauses inutiles. On disait qu'il n'aimait pas dépendre des autres pour les trajets et il se vantait souvent que des décennies de travail en plein air l'avaient rendu insensible à la faune. Le raccourci pour rentrer chez lui le long d'un étroit chemin de drainage lui faisait gagner près de 20 minutes et il l'avait emprunté pendant des années malgré la végétation dense et les sections mal drainées qui pouvaient être inondées jusqu'aux chevilles pendant la saison des pluies. Ce jour-là, il était resté tard pour finir de défricher une section envahie. Un collègue lui a proposé de le ramener au village, mais Agus a refusé, disant que le temps était clair. Les villageois avaient parlé la semaine dernière d'un grand serpent aperçu dans la région. Certains l'estimaient à plus de 20 pieds, mais les observations n'étaient pas inhabituelles. Et Agus les considérait comme exagérées. Sa machette pendait à son côté, plus un outil qu'une arme à ses yeux. Le chemin de drainage était une étroite bande de terre ferme bordée d'eau stagnante et de palmiers nipas. L'air sentait la végétation en décomposition et des nuées de moustiques d'eau s'accrochaient à l'ombre. D'un côté, des buissons se penchaient sur le chemin en lourdes grappes, de l'autre, la surface du canal n'était perturbée que par des ondulations occasionnelles. La poussière brouillait les contours de l'eau et du sol, rendant difficile de voir où l'un se terminait et l'autre commençait. Les pythons réticulés dans cette région peuvent atteindre des longueurs de plus de 25 pieds, peser plus de 200 livres, avec une circonférence aussi épaisse que la cuisse d'un homme adulte. Ils tendent des embuscades depuis leur cachette, frappant avec une rapidité surprenante pour leur taille. Une fois enroulés, ils resserrent leur étreinte à chaque souffle que leur proie expire, comprimant la poitrine jusqu'à ce que l'air ne puisse plus entrer. De grands individus sont capables de maîtriser des animaux plus lourds qu'un humain et dans de rares cas, il a été rapporté qu'ils ont tenté de consommer des personnes entières. 2 hommes, marchant parallèlement le long de la route de terre de l'autre côté du canal, ont ensuite déclaré avoir entendu un éclaboussement net suivi d'un cri étouffé. En regardant vers le bruit, ils virent Agus trébucher en arrière, sa machette balançant par à coups. Le python était sorti des buissons à côté du canal, frappant haut et enroulant son corps autour de son torse. Sa queue s'enroulait bas autour de ses jambes, le déséquilibrant. Agus a essayé de frapper le corps du serpent, mais chaque coup était court et maladroit. Les anneaux se resserraient à chaque mouvement, comprimant ses côtes jusqu'à ce que ses cris deviennent des halètements courts et saccadés. Un des hommes a couru sur le talus et a attrapé la queue du python, essayant de le libérer, mais la force des mouvements du serpent l'a projeté de côté dans la boue. La lutte a duré plusieurs minutes. Des témoins ont décrit le bruit de la respiration d'Agus s'arrêtant brusquement, sa tête tombant en avant. Le python a maintenu son emprise même après qu'il soit devenu immobile, ajustant légèrement la spirale pour maintenir la pression. Lorsque les villageois sont arrivés en réponse aux cris, ils ont apporté plus de machettes et ont commencé à taillader le corps épais et tacheté. Le serpent ne l'a relâché que lorsque sa tête et plusieurs pieds de son cou ont été sectionnés. Lorsque les anneaux se sont desserrés, l'intention du python est devenue claire. Il avait déjà commencé à positionner la tête d'Agus vers sa bouche. Les villageois ont libéré son corps avant que la tentative d'avalement n'avance. Son visage était couvert de boue et sa machette était toujours dans sa main droite. Un homme a couru au village pour appeler de l'aide médicale tandis que d'autres tentaient des compressions thoraciques sur place. Les ambulanciers de la clinique la plus proche sont arrivés près de 30 minutes plus tard.
confirmant qu'il n'avait pas de pouls. Une brève autopsie réalisée le lendemain au centre de santé local a révélé de multiples fractures des côtes, des contusions profondes autour de la poitrine et de l'abdomen, compatibles avec une constriction, et des signes d'asphyxie comme cause du décès. Les funérailles d'Agus ont eu lieu cet après-midi-là, conformément aux coutumes musulmanes locales, avec le corps lavé, enveloppé et enterré avant le coucher du soleil. Des dizaines de villageois ont assisté, certains encore bouleversés par l'attaque, et des prières ont été offertes pour la sécurité de sa famille. Les autorités locales ont documenté la scène, mesuré le serpent et pris des déclarations des témoins pour leur rapport d'incident. Les agents de la faune ont éliminé la carcasse et ont émis de nouveaux avertissements aux travailleurs des plantations pour éviter les chemins de drainage isolés après la tombée de la nuit. L'erreur de Régus a servi de rappel brutal que ces prédateurs frappent sans avertissement. Pendant ce temps, en Thaïlande, la trop grande confiance d'un éleveur de serpents envers son spécimen le plus précieux se terminerait en tragédie. C'était le 21 juin 2015 dans la province de Nakhon Si Thammarat, en Thaïlande. L'air était lourd après une tempête qui était passée 1 heure plus tôt, laissant des flaques dans la terre et une légère odeur de terre mouillée. Le ciel couvert assombrissait la lumière du jour et dans la faible lumière de l'abri à serpents, les mouvements à l'intérieur des cages semblaient plus nets, plus délibérés. Somchai Phong, qui avait fait carrière dans la manipulation de reptiles dangereux, était sur le point de briser l'une des premières règles qu'il enseignait aux débutants. Ne jamais nettoyer l'enclos d'un serpent venimeux sans retirer l'animal. Somchai avait 36 ans, fils d'un cultivateur de riz qui avait transformé sa fascination pour les serpents en moyen de subsistance. Au cours des 12 dernières années, il avait fourni des parcs à reptiles locaux en cobras, vipères et pythons, se forgeant une réputation d'habileté et de courage. Il vivait avec sa femme et sa jeune fille dans une petite maison derrière son centre d'élevage. Bien qu'il soit prudent avec la plupart de ses animaux, il croyait que son cobra royal de 13 pieds, élevé depuis l'éclosion, le reconnaissait. C'était son spécimen le plus précieux, et il le montrait souvent à ses amis, démontrant ce qu'il appelait sa nature calme. Cet après-midi-là, il avait invité 2 habitants à voir le serpent. Son assistant, familier avec ses humeurs, déconseilla de travailler à l'intérieur de l'enclos tant que le cobra y restait. Somchai rejeta la préoccupation, disant que l'air plus frais de la tempête rendrait l'animal léthargique. Le cobra était allongé le long du mur du fond de son enclos. Sa tête légèrement élevée, langue frétillante, Somchai entra avec un seau et un chiffon, ayant l'intention de remplacer le bol d'eau et de nettoyer le sol. Le hangar était construit en métal ondulé, les murs bordés d'enclos en bois. La pluie tombait régulièrement des bords du toit à l'extérieur et l'air portait l'odeur humide et organique de la litière pour reptiles. L'enclos du cobra mesurait 6 pieds de profondeur avec un panneau avant en acrylique transparent, offrant aux amis une vue directe sur les mouvements de l'animal. La lumière tamisée faisait scintiller ses écailles d'un olive terne, entrecoupées de bandes pâles sur sa coiffe. Les cobras royaux, les plus grands serpents venimeux du monde, peuvent atteindre plus de 18 pieds et peser jusqu'à 20 livres. Ils peuvent délivrer suffisamment de venin neurotoxique en une seule morsure pour tuer un éléphant. Contrairement à de nombreux serpents, ils tiennent leur position. Ils peuvent se dresser jusqu'à 1/3 de leur longueur corporelle, frappant d'une distance qui surprend même les dresseurs expérimentés. Des températures plus fraîches les rendent souvent plus alertes plutôt que léthargiques, et les tempêtes peuvent intensifier leur réaction défensive. Le premier avertissement est venu lorsque la tête du serpent s'est levée plus haut, la capuche s'élargissant, alors que Somchai tendait la main vers le bol d'eau. Ses amis ont vu le corps se déplacer, les muscles se tendant en vagues subtiles. Somchai a tapoté légèrement la capuche avec le dos de sa main, une démonstration qu'il avait déjà faite auparavant. Le cou du cobra fut presque silencieux, un flou couvrant l'écart d'1 mètre. Ses crocs s'enfoncèrent profondément dans son avant-bras gauche. Somchai recula brusquement, se tenant le bras, mais riant d'un air bravache. Il dit au spectateur qu'il savait comment gérer une morsure, même si 2 plaies perforantes laissaient couler du sang le long de son poignet.
son assistant attrapa un chiffon, le nouant fermement au-dessus du coude, tout en essayant une succion buccale, une méthode largement reconnue comme inefficace. En moins de 90 secondes, la voix de Somchai s'épaissit et il vacilla sur ses pieds. Ses pupilles se rétrécirent et sa respiration devint superficielle. Les deux amis l'aidèrent à le descendre au sol, sa machette pour le nettoyage reposant toujours près de la porte de l'enclos. Le cobra restait dans le parc, capuchon toujours déployé, observant le mouvement à l'extérieur de sa façade en verre. En commençant le trajet de 40 minutes vers l'hôpital le plus proche, 5 minutes après le départ, ses membres sont devenus mous et sa respiration est devenue faible, ponctuée de brefs halètements. L'assistant a tenté la réanimation bouche à bouche, tandis que le camion filait le long de la route étroite. Au moment où ils ont atteint les portes de l'hôpital, la poitrine de Somchai ne bougeait plus. Le personnel médical a tenté de le ventiler, mais la neurotoxine avait déjà paralysé ses muscles respiratoires. Il a été déclaré mort quelques minutes après son arrivée. De retour à l'installation, les autorités sont arrivées pour sécuriser le cobra et d'autres serpents venimeux. Le cobra royal, toujours enroulé au même endroit, a été retiré sous des protocoles de confinement stricts. Le reste des serpents a été confisqué en raison de mesures de sécurité inappropriées et du risque pour la communauté environnante. Les funérailles de Somchai ont eu lieu le lendemain dans le temple du village, en présence de la famille, des amis et de plusieurs opérateurs de parcs locaux qui avaient travaillé avec lui au fil des ans. Son assistant a brièvement parlé des dangers de l'excès de confiance, notant que Somchai avait enseigné aux autres à respecter l'imprévisibilité des serpents, mais avait lui-même oublié cette leçon sur le moment. L'incident a suscité une brève discussion parmi les autorités locales sur les licences et les normes de sécurité pour les détenteurs privés de serpents venimeux, bien qu'aucun changement formel n'ait été apporté. Pourtant, même la confiance excessive fatale de Somchai est devenue une preuve que les serpents restent imprévisibles malgré des années de manipulation. Un peu plus d'un an plus tard, en Amazonie, un simple défi d'un pêcheur le mettrait face à face avec un anaconda vert. C'était le 4 octobre 2016, près de Barcelos, dans l'état brésilien de l'Amazonas. La rivière était calme sous un ciel lourd et humide, l'eau reflétant un vert terne de la canopée dense de la forêt. Pour ceux qui connaissaient ses courants et ses profondeurs, c'était une journée ordinaire. Pour Joe Silva, la rivière sur laquelle il avait travaillé depuis son enfance deviendrait l'endroit qu'il ne quitterait pas vivant. Joe avait 28 ans, pêcheur comme son père et son grand-père. Il était connu parmi les locaux pour sa nage vigoureuse et son habitude d'entrer dans l'eau même lorsque les autres restaient à terre. Il vivait dans une petite maison en bois près des quais avec sa femme et ses 2 enfants et la plupart de ses revenus provenaient de la vente de thon carré et de piranhas au marché de Barcelos. Joe était fier de sa capacité dans la rivière, disant souvent aux autres que les dangers étaient exagérés, que les gens étaient trop prompts à laisser la peur les guider. Son travail exigeait de longues heures et une adaptation constante aux conditions changeantes de la rivière. Et dans son esprit, nager était simplement une autre compétence qu'il avait maîtrisée. Ce voyage en amont de la rivière avait été routinier. Une expédition de 3 jours avec 2 amis proches, attraper et nettoyer des poissons à ramener à la maison avant le prochain changement de temps. Ce matin-là, ils avaient rempli la grande glacière avec leurs prises. En nettoyant le poisson sur la rive boueuse d'un étroit chenal, Joe avait été taquiné pour sa réticence à accepter un défi lancé par l'un de ses amis traverser l'eau à la nage et revenir. Le chenal n'était pas large, à peine 30 yards. Le canal lui-même faisait partie d'un réseau de plaines inondables où de grands prédateurs chassaient. Les anacondas verts, les plus grands serpents des Amériques, peuvent atteindre plus de 20 pieds de long et peser plus de 200 livres. Ce sont des chasseurs embusqués, souvent immobiles dans l'eau peu profonde, se fiant au camouflage pour s'approcher avant de frapper. Leur morsure est utilisée pour immobiliser la proie avant que leurs anneaux ne l'étouffent. Les attaques sur les humains sont rares, mais pas inconnues dans les zones plus reculées, surtout pendant la saison sèche lorsque les proies se font rares et que le niveau de l'eau baisse,
forçant à la fois les poissons et les prédateurs dans des espaces plus restreints. Il y avait eu des avertissements cette semaine-là. D'autres pêcheurs avaient mentionné avoir vu de grandes ondulations et de brefs éclairs d'écailles sombres dans ce canal. Un homme a affirmé qu'une vache avait disparu près de sa rive seulement 2 semaines plus tôt. Joe avait entendu les rumeurs mais les avait ignorées en riant, disant à ses amis qu'il y avait nagé auparavant sans problème. Les défis sur le site de nettoyage ressemblaient plus à des plaisanteries habituelles qu'à un véritable défi. Sans hésitation, il s'est avancé, traversant la végétation de surface jusqu'à ce que la pente boueuse disparaisse sous ses pieds. L'eau était opaque, chaude contre sa peau. Il nagea avec une brasse vigoureuse, gardant la tête au-dessus des touffes d'herbes flottantes. À mi-chemin, sa jambe droite frôla quelque chose de dense et d'inflexible. Il donna un coup de pied plus fort, supposant que c'était une branche submergée. La branche bougea. Dans l'instant suivant, quelque chose saisit son bras supérieur avec une force écrasante. Son corps fut projeté sur le côté et il poussa un cri aigu. Depuis la rive, ses amis virent un corps épais et sombre surgir juste assez pour qu'ils puissent en distinguer la taille, plus épais que la cuisse d'un homme. La tête du serpent perça la surface. Ses mâchoires se sont verrouillées sur le biceps de Joe. Dans le même mouvement, il enroula son corps autour de son torse, la boucle glissant avec une prise lente et intentionnelle. Les bras de Joe s'agitaient au-dessus de l'eau, puis se pressaient désespérément contre les boucles qui se resserraient. Un de ses amis a pris une machette et a couru dans l'eau, criant en tailladant vers le serpent. Mais l'anaconda a commencé un rouler lent, tirant Joe vers le fond. Le sauveteur s'est approché à quelques pieds, mais ne pouvait pas voir où frapper sans risquer de toucher Joe. L'eau bouillonnait de bulles et de limons. Puis, dans un mouvement soudain, l'homme et le serpent disparurent sous la surface. Le sauveteur a refait surface quelques secondes plus tard, toussant et haletant, les mains vides. Il est retourné vers la rive, scrutant les mouvements. Mais le canal était à nouveau calme, seule la végétation flottante bougeant légèrement comme si elle reprenait sa place. Ils ont crié à l'aide aux bateaux passants et ont utilisé la radio pour alerter les autorités locales. Il a fallu 15 minutes de recherche avant que le corps de Joe soit trouvé. Flottant près de la rive opposée, sa peau était marbrée de profondes ecchymoses sur sa poitrine et son abdomen là où les anneaux avaient serré. Le haut du bras portait 2 arcs profonds de plaies par perforation, correspondant à l'emplacement des crochets du serpent. Son visage était pâle, ses yeux à moitié fermés. Ses membres flottant dans le courant, ils l'ont tiré à terre en silence, l'étendant sur l'herbe boueuse. La glacière d'un poisson a été laissée derrière alors que les hommes enveloppaient Joe dans la bâche et le ramenaient en aval. Ses funérailles ont eu lieu le lendemain matin dans une petite chapelle au bord de la rivière, en présence de la famille, des voisins et des collègues pêcheurs. Sa femme était assise à côté du cercueil, silencieuse, sauf lorsqu'elle parlait à leurs enfants. Les autorités locales ont émis un rappel pour éviter les canaux isolés pendant les mois de basses eaux, en raison de la réduction de la disponibilité des proies et de l'augmentation de l'activité des prédateurs. Le conseil a résonné dans la communauté de pêcheurs pendant un court moment avant de s'estomper dans le fond des nombreux autres risques que la rivière a toujours comportés. Même si l'imprudence de Joe s'est terminée par la clémence d'un anaconda à des milliers de kilomètres de là en Floride, l'entêtement d'un retraité l'amènerait à portée d'un serpent à sonnette venimeux. C'était le 29 juillet 2018, près d'Ocala, en Floride. La chaleur de la fin de l'été pesait lourd sur le quartier. L'air était épais d'humidité et du bourdonnement constant des cigales. Dans le calme de l'après-midi, le silence d'un poulailler de jardin serait brisé par une décision qui, une fois prise, ne pourrait être annulée. Robert Miller avait 61 ans, un mécanicien automobile à la retraite qui avait passé la majeure partie de sa vie à travailler dans des ateliers de réparation autour du comté de Marion. Il était connu parmi ses amis et voisins pour son entêtement et son habitude de gérer la faune selon ses propres termes.
Pendant des années, il avait attrapé des serpents non venimeux à main nue, les montrant souvent à ses petits-enfants avant de les relâcher. C'était un mélange de bravade et d'habitude, quelque chose qu'il faisait depuis son jeune âge et qu'il croyait démontrer son contrôle sur les dangers de la vie rurale. Ce jour-là, Robert s'occupait de son petit poulailler dans le jardin. Une douzaine de poules grattaient la terre à la recherche de nourriture. Il était fier de son poulailler, le réparant lui-même après les tempêtes et le protégeant des prédateurs autant que possible. Les serpents n'étaient donc pas des visiteurs inhabituels, attirés par les œufs et les petits poussins. Il les voyait rarement comme une menace pour lui-même, seulement pour les oiseaux. L'idée d'appeler le contrôle des animaux pour un serpent dans son propre jardin lui semblait inutile, quelque chose dont un homme capable ne devrait pas avoir besoin. La cour était bordée de clôtures en fil de fer et ombragée par quelques chênes penchés. L'air sentait légèrement l'aliment pour animaux et la terre humide. Au-delà du poulailler, l'herbe poussait de manière inégale, le sol parsemé d'ornières laissées par une vieille tondeuse autoportée. Un porche longeait le côté de la maison de Robert où son voisin, Marc, était assis sur une chaise usée à 40 pieds de là. Sous le soleil éclatant de Floride, un mouvement près du nichoir du poulailler attira l'attention de Robert. Les crotales diamants de l'Est sont les plus grandes espèces de crotales en Amérique du Nord, dépassant souvent 6 pieds de longueur et pesant plus de 10 livres. Ils possèdent un venin hémotoxique puissant capable de provoquer une destruction rapide des tissus, des hémorragies internes et un effondrement cardiovasculaire sévère. Bien qu'ils évitent généralement les humains, ils défendront leur position s'ils se sentent menacés, comptant sur leur camouflage jusqu'à être acculés, puis utilisant leur sonnette comme dernier avertissement avant d'attaquer. Marc a vu le serpent en premier et a appelé Robert, lui disant d'utiliser un bâton ou de demander de l'aide. La tête en forme de losange et le corps épais et tacheté étaient reconnaissables, même de loin. Robert ignora le conseil, entra dans le poulailler et se positionna derrière le reptile. Le serpent resta immobile au début, comptant sur sa coloration pour se fondre dans l'herbe sèche et les planches ombragées. Puis, alors que Robert se penchait, le bruit du hocher se fit entendre. Des rafales courtes et nettes traversant l'air humide. Robert se déplaça rapidement, attrapant le serpent juste derrière la tête, ses doigts serrant le cou épais. Il le souleva, se tournant vers le porche avec un sourire. Le corps du serpent se tordait violemment, ses anneaux se tordant dans l'air, la lourde queue tremblant. Marc cria de nouveau pour qu'il le lâche, mais Robert ajusta seulement sa prise, déplaçant légèrement son poids pour garder l'équilibre sur le sol inégal. Le mouvement était petit, presque invisible depuis le porche, mais sa prise glissa. Le cou du serpent se plia juste assez longtemps pour que sa tête pivote sur le côté. D'un mouvement rapide, les crocs s'enfoncèrent profondément dans le poignet gauche de Robert, juste au-dessus de l'articulation. Sa main s'ouvrit brusquement et le serpent tomba, atterrissant dans la poussière avant de glisser rapidement vers la clôture. Robert recula, mais ne se retira pas complètement, murmurant que ce n'était pas grave. Marc vit la boursouflure commencer en quelques minutes. Le poignet de Robert rougit et enfla, la peau se tendit. Il s'assit lourdement sur le bord du poulailler, respirant plus fort, le visage humide de sueur. Marc appela le 911, gardant les yeux sur Robert, qui se penchait en avant, les coudes sur les genoux, les épaules se soulevant et s'abaissant plus rapidement. Lorsque les ambulanciers sont arrivés 12 minutes plus tard, la peau de Robert avait pris une teinte pâle et moite, et il peinait à garder la tête haute. Les ambulanciers ont travaillé rapidement, le chargeant sur une civière et fixant un masque à oxygène. Sa tension artérielle était déjà dangereusement basse et son pouls était irrégulier. Ils ont commencé les fluides et ont essayé de le garder réactif, mais sa respiration a encore ralenti pendant le court trajet vers le centre médical régional d'Ocala. De plus, la morsure a touché une veine, accélérant la propagation du venin. Il a fait un arrêt cardiaque avant l'arrivée et a été déclaré mort quelques minutes plus tard.
Le médecin légiste du comté a noté 2 profondes blessures par perforation avec des dommages tissulaires environnants compatibles avec une morsure de crotale diamantin de l'Est. Le venin avait provoqué un effondrement cardiovasculaire rapide, une réaction sévère aggravée par l'emplacement de la morsure et le temps de traitement. La famille de Robert a été informée ce soir-là, sa femme et ses 2 filles se rassemblant tranquillement à la maison. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Une petite cérémonie sous une tente en toile au cimetière local. Seuls les proches parents étaient présents, ainsi qu'une poignée de voisins. Il n'y a pas eu de discours, à part une courte prière. Plus tard, les agents de la faune du comté ont publié une déclaration exhortant les résidents à éviter de manipuler des serpents venimeux sans équipement ou formation appropriée. La confiance excessive de Robert avec un serpent à sonnette dans son jardin s'est avérée fatale en Floride. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, en Afrique du Sud, un jeune assistant de terrain découvrirait que la formation professionnelle ne signifiait rien face à l'attaque fulgurante du serpent le plus redouté d'Afrique. C'était le 18 septembre 2014 dans les terres agricoles rurales du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. L'air du matin était chaud, mais pas encore oppressant, et les champs de canne à sucre se dressaient hauts et immobiles sous un ciel pâle. C'était le genre de journée où le travail avançait régulièrement et sans incident, jusqu'à ce qu'un moment de mauvaise évaluation change son cours. Thabo Ntembu avait 34 ans, un assistant de terrain travaillant pour un projet de recherche herpétologique régional spécialisé dans les serpents venimeux. Il était avec le programme depuis 4 ans, apprécié pour sa connaissance du terrain et sa capacité à naviguer à la fois dans les terres agricoles et dans la brousse sauvage au-delà. Thabo n'avait pas de formation scientifique formelle, mais il apprenait vite, souvent chargé d'assister avec les mesures sur le terrain, l'enregistrement GPS et les archives photographiques. Il était fier de ce rôle, le voyant comme un pont entre son éducation rurale et le travail de recherche formel. Ce voyage l'avait conduit, lui et un chercheur principal, à une série de petites exploitations agricoles où la canne à sucre bordait des pâturages de prairies indigènes. Il documentait telle activité des serpents pendant les mois plus chauds lorsque les observations augmentèrent. L'objectif personnel de Thabo était d'ajouter à la bibliothèque croissante de photographies du projet des images qui aident à l'identification et à la sensibilisation éducative. Bien qu'il soit conscient des dangers, il croyait que la proximité et des réflexes rapides pouvaient permettre de meilleures images plus claires. Une mentalité façonnée par des années de travail au contact des animaux. Les chemins de terre entre les champs de canne étaient étroits, bordés de murs de tiges vertes qui s'élevaient à plus de 8 pieds de haut. Des feuilles sèches jonchirent le sol, bruissant légèrement dans le vent léger. Au-delà du champ, s'étendaient des pâturages de brousse où les arbres épineux projetaient de minces ombres. Le calme du matin n'était troublé que par le bourdonnement des insectes et le cri occasionnel des oiseaux au-dessus. La visibilité était limitée. Tout ce qui bougeait au niveau du sol pouvait disparaître dans la végétation en quelques secondes. Les mambas noirs sont parmi les serpents les plus rapides et les plus dangereux au monde, capables d'atteindre des vitesses de plus de 12 miles par heure en courte rafale. Ils peuvent dépasser 14 pieds de long et sont connus pour leur venin neurotoxique puissant qui peut provoquer une insuffisance respiratoire en quelques heures sinon traitée. Bien qu'ils évitent généralement le contact humain, ils peuvent devenir très défensifs lorsqu'ils se sentent menacés, levant le tiers avant de leur corps et effectuant plusieurs frappes rapides. Leur avertissement, une bouche noire ouverte, est aussi distinctif que bref. Plus tôt cette semaine-là, des agriculteurs locaux avaient mentionné des observations de mamba près des rangées extérieures de canne, avertissant les chercheurs de rester sur les chemins centraux et d'éviter les herbes denses. Ce matin-là, le chercheur principal a rappelé à Thabo de garder ses distances et de ne pas bloquer le chemin d'un serpent, car la plupart se retireraient si on leur laissait de l'espace. Ces mots lui sont revenus seulement quelques minutes avant la rencontre. En traversant un chemin étroit, les 2 hommes ont vu un mouvement devant eux, une grande forme sombre glissant d'un côté du chemin à l'autre. Thabo tenait la caméra. La taille du mamba et sa visibilité sur la terre pâle étaient exactement le genre d'image qu'il voulait.
Ignorant l'instruction de rester en arrière, il s'avança, s'orientant de manière à ce que le serpent doive s'arrêter avant d'entrer dans l'herbe lointaine. Le chercheur principal lui a demandé de s'arrêter, mais Tabo était déjà légèrement accroupi, levant l'appareil photo à ses yeux. Le mamba a réagi instantanément. Il se tourna vers lui, le tiers avant de son corps se levant jusqu'à ce que sa tête soit au niveau de sa taille, la bouche grande ouverte, montrant l'intérieur noir. Puis, il a frappé, 2 morsures rapides au bas du torse suivies d'une 3e à la cuisse supérieure. L'attaque entière a duré moins de 2 secondes. Le serpent est ensuite retombé au sol et s'est glissé dans l'herbe, disparaissant presque aussi vite qu'il était apparu. Tabo recula, laissant l'appareil photo pendre à sa sangle. Sa main gauche alla à son côté, où le tissu de sa chemise était déjà marqué par 2 petites perforations. Le chercheur principal l'atteignit en quelques secondes, l'aidant à s'asseoir et sortant un bandage pour une immobilisation par pression. Il appela par radio leur chauffeur qui était stationné à un quart de mile et commença à envelopper la jambe de Tabo également. En quelques minutes, la parole de Tabo devint confuse et ses paupières s'alourdirent. Sa respiration devint superficielle et il lutta pour garder la tête droite. Ils le transportèrent jusqu'au véhicule et l'allongèrent sur la banquette arrière. Sur la route de terre vers l'autoroute, le chercheur principal surveillait son pouls, qui était rapide mais s'affaiblissait. Au moment où ils ont atteint la route principale, Tabo avait perdu connaissance. La clinique dans la ville la plus proche était à 12 miles, mais le véhicule était encore à 3 miles lorsque sa respiration s'est arrêtée. La RCP a été tentée tout en continuant à conduire, mais il n'y a eu aucune réponse. À la clinique, il a été déclaré mort à l'arrivée. Le temps estimé entre la morsure et la mort était de moins de 40 minutes. Ses funérailles ont eu lieu dans son village natal 3 jours plus tard. Ses collègues chercheurs ont assisté, se tenant aux côtés de la famille et des amis lors d'une petite cérémonie en plein air. Le cercueil était simple, porté par des proches de l'église au lieu d'inhumation. Le directeur du projet a ensuite parlé en privé avec la famille, exprimant que les contributions de Tabo à la recherche étaient appréciées et que sa mort soulignait les risques inhérents au travail. En moins d'1 semaine, les autorités environnementales locales ont installé des panneaux à des points clés le long des champs de canne à sucre, avertissant des traversées de mamba. Les agriculteurs ont ajusté leurs horaires de récolte pour éviter certaines heures de la journée où l'activité des serpents était la plus élevée. Merci d'avoir regardé. Si ces rencontres avec des prédateurs mortels et rapides vous ont diverti, cliquez ici pour en voir plus.